On cherche tous, d'une manière ou d'une autre, un peu plus de clarté, non? Mais souvent, les chemins qu'on connaît, ils sont longs, ils sont compliqués. Et s'il existait une voie beaucoup plus directe? C'est justement la promesse d'une pratique très ancienne. Voilà, c'est la grande question au fond. Et c'est justement ce qu'on va explorer. On va s'intéresser à une pratique bouddhiste coréenne, une pratique bien particulière qui, justement, promet une réponse, disons, étonnamment directe à cette interrogation. Ok, alors, allons-y. Le nom de cette méthode, c'est le Ganwa Son. Et la promesse, elle est pour le moins audacieuse, la voie la plus rapide, la plus directe vers l'esprit. Carrément, hein, c'est un peu comme un raccourci si on veut. Mais avant de parler de la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème qu'elle est censée résoudre. Parce que oui, avant de chercher la sortie, il faut d'abord savoir de quoi on essaye de sortir. Et l'obstacle ici, c'est une sorte de barrière, un mur, mais un mur complètement invisible qui se trouve à l'intérieur même de notre esprit. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette sensation, ce sentiment d'être bloqué, de tourner en rond, parfois même une sorte de peur un peu vague, sans jamais vraiment réussir à mettre le doigt sur la cause. C'est une espèce de résistance interne, difficile à définir, mais pourtant on la sent bien, elle est bien réelle. Et l'analogie qui est proposée est très parlante. Pensez à un mur physique, en briques. Bon, là c'est simple, non? On le voit, on sait qu'il est là, on peut essayer de le contourner. Mais le mur mental, lui, c'est une toute autre histoire. Il est invisible. On vit avec tous les jours, et la plupart du temps, on ne se rend même pas compte qu'il est là, qu'il nous limite. Et c'est là que le Ganwa Seon devient, assez radical. Parce que la première étape, ce n'est pas d'essayer d'ignorer ce mur, ou de trouver un moyen de passer à côté. Non. Le but, c'est de foncer droit dedans, de le ressentir vraiment, intensément, dans toute sa dureté. Ok, mais alors comment on fait? Comment est-ce qu'on affronte un mur qu'on ne voit même pas? L'outil principal du Ganwa Science, ce n'est pas du tout l'analyse, la réflexion intellectuelle, non. C'est la culture d'une forme très très particulière de questionnement. Et cet outil, ça s'appelle un hadou. En gros, un hadou, c'est une question méditative. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est une question qui n'a pas de réponse logique. Par exemple, une question célèbre, c'est « Quel était mon visage avant la naissance de mes parents ?» On voit bien, l'intellect patine complètement, et c'est voulu. Le but n'est pas de trouver la réponse, mais de laisser la question générer un doute immense, un doute qui court-circuite le mental. Et c'est ça la grande différence d'approche. D'habitude, face à un problème, qu'est-ce qu'on fait? On analyse, on décortique, on coupe le problème en petits morceaux. Le Ganwa Suom, lui, fait tout l'inverse. Au lieu de diviser, il rassemble toute l'énergie, toute l'attention en un seul point, ce grand doute. C'est un changement de perspective radical. Ok, un grand doute, un doute authentique. Mais ça veut dire quoi concrètement? Pour bien faire comprendre l'idée, il y a une analogie qui est juste parfaite. Imaginez avoir une soif terrible, mais vraiment une soif dévorante, qui prend toute la place. À ce moment précis, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce qu'on a besoin de se répéter en boucle le mot « eau »,« je veux de l'eau »,« je veux de l'eau » ? Évidemment que non. Le corps tout entier, l'essence, l'instinct, absolument tout en nous est mobilisé, tendu vers une seule chose, trouver de l'eau. C'est un élan qui va bien au-delà de la simple pensée. Voilà, le doute authentique, c'est exactement ça. C'est quand le roi d'où la question devient comme cette soif. Ce n'est plus juste une idée qui flotte dans la tête, c'est une force, une tension qui engage tout notre être. Par contre, attention, il y a un piège énorme ici. Essayer de fabriquer ce doute, de faire semblant de le ressentir avec sa tête, ça, c'est complètement contre-productif. C'est un peu comme essayer de s'auto-convaincre qu'on a soif alors qu'on n'a pas soif. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça risque de créer encore plus de blocages. Forcément, une pratique aussi intense, on ne se lance pas là-dedans tout seul, à l'aveugle. Pour que ça fonctionne, et surtout pour ne pas se perdre, il y a 2 piliers qui sont absolument essentiels. Et ces 2 piliers, quels sont-ils? Premièrement, la foi. Et deuxièmement, un enseignant, un guide. Alors la foi, attention, il ne s'agit pas d'une foi aveugle. C'est plutôt une forme de confiance dans le processus. Parce qu'il y aura des moments où, consciemment, on aura l'impression que le hadoui a disparu, qu'on a perdu le fil. La foi, c'est de savoir que, même à ce moment-là, en arrière-plan, quelque chose continue de travailler. C'est un peu comme faire confiance au corps qui continue de chercher l'eau, même si on ne pense plus au mot « eau ». Et puis l'enseignant, bien sûr, son rôle est absolument crucial. C'est la personne qui va aider à garder le cap, qui va donner un petit coup de pouce quand le doute s'affaiblit. Et surtout, c'est elle qui va aider à faire la différence entre un vrai doute, un doute authentique, et une simple construction mentale, ce fameux doute fabriqué. Bon, alors revenons à notre question du début. Est-ce que je peux aussi atteindre l'éveil? La réponse du Ganwa Seon, c'est qu'il existe un potentiel de transformation, mais vraiment radical. Et ce qui est fou, c'est que tout peut partir d'un tout petit commencement. L'image utilisée est très forte.
On nous dit qu'une toute petite étincelle d'éveil, une minuscule percée à travers ce mur invisible, peut suffire à tout brûler, à consumer toutes les illusions accumulées pendant des années. C'est une idée assez vertigineuse quand on y pense. Alors, pour conclure, soyons clairs, le Ganwasson, ce n'est pas présenté comme une formule magique. C'est un chemin exigeant, difficile, mais le message de fond, lui, est plein d'espoir. Il suggère que cette possibilité de percer, elle est là, accessible à quiconque et vraiment prêt à se confronter à son propre mur. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une dernière question. Au-delà même de cette pratique coréenne, l'idée de ce mur invisible, elle est assez universelle, non? Alors on peut se demander, quel est le mur invisible dans une vie? Quelle forme prend-il? Peut-être que le simple fait de commencer à se poser cette question, c'est déjà le début de quelque chose.